Si le rejet de toute forme de positivisme leur fut très tôt commun, c'est incontestablement Corbin qui a le premier décelé dans l'herméneutique spirituelle, le Tawil, telle qu'elle fut pratiquée en islam iranien, le possible fer de lance du combat contre le nihilisme. La question étant de savoir comment cette herméneutique, réservée à une élite spirituelle œuvrant dans le plus strict incognito, pourrait trouver un écho occidental qui ne soit pas lui-même si ésotérique qu'il n'ait aucun impact culturel. Je rejoins peut-être sur ce plan-là le propos à venir de Jean-Jacques Vullenburger. Car en ramenant ainsi l'ésotérisme dans le giron de l'herméneutique, dès lors doté d'un statut philosophique et théosophique, Corbin entendait réorienter la philosophie occidentale, là où Durand, plus pessimiste quant à sa survie, ambitionnait surtout de redonner à l'anthropologie la profondeur et la complexité qui lui manquaient. Est-ce à dire que l'anthropologue ne puisse pleinement prétendre au titre de chevalier, n'étant pas un sage de Dieu, autrement dit un théosophe, ou bien qu'il puisse davantage y prétendre en raison de sa vaillance, de sa combativité, que de sa connaissance des secrets divins? Est-ce même la vocation de l'enquête anthropologique de se transformer en quête gnostique? Autant de questions conduisant à mon sens à distinguer d'entrée la dimension visionnaire de la chevalerie spirituelle, telle que l'islam iranien autorise à la penser, de la vaillance caractérisant l'état de chevalier, dont Corbin écrit qu'il n'est ni celui du clerc, ni celui du laïc, tout en tenant de l'un et de l'autre, mais en un sens purement spirituel. Quoi qu'il en soit, la manière même dont Gilbert Durand a opéré la classification des images, conduisant à la mise au jour des trois structures de l'imaginaire, je les rappelle, diurne, nocturne mystique et nocturne synthétique, n'a rien de positiviste et laisse par ailleurs entière la possibilité d'une évolution de l'une à l'autre au cours d'une vie, évolution pouvant dès lors correspondre à ce que Hume nomme individuation. Et cela même si l'image est accueillie pour elle-même en tant que pure épiphanie d'un sens préexistant et non comme produit plus ou moins trouble de l'inconscient. Aussi, la phénoménologie, ainsi mise en œuvre grâce à l'accueil spontané des images, donne-t-elle d'emblée au structuralisme durandien la dimension figurative qui le distingue des structuralismes formels en vogue à l'époque. Qui dit figure, dit en effet présence, ou plutôt présentification d'un sens dont l'herméneutique des symboles opère un dévoilement nécessairement récurrent. Car si le symbole est toujours, dit Durand, l'épiphanie d'un mystère, c'est aussi parce qu'il est un signe, dit Durand, éternellement veuf du signifié.